Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre troisième webinaire Synergie d'entrepreneuses avec la Maison d'Aurel et Parlons Handicap. Cette fois-ci, nous allons vous parler de deux sujets. Quand penser devient difficile et quand accueillir devient possible. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire et nous allons commencer par notre invité, Monsieur Louis-Adrien Hénard, psychologue et psychopédagogue, directeur de Psychopédia, qui est un centre de formation. Et il dirige également Pédagopsy. Donc, Sabrina Lemouel, l'assistante relations clientèle, euh, et moi-même s'occuperons de la modération du chat et nous clôturerons. Alors, après cette présentation de l'empêchement de penser, on clôturera ce sujet avec une présentation théâtralisée plus concrète. Sur vidéo qu'on vous transmettra sur nos chaînes YouTube. Maëlys Le Ménager de Parlons Handicap va vous présenter sa mini-conférence sur l'accueil inclusif dans le domaine de l'hôtellerie. Et donc, suite à cela, également, elle clôturera son sujet avec une partie scénarisée euh, sur le même principe qu'on fera partir sur nos chaînes YouTube. Donc, au bout du troisième webinaire, je pense que vous nous connaissez, la Maison d'Aurel, Parlons Handicap et Sabrina, l'assistante relations clientèle et commerciale de Parlons Handicap. Donc, nous allons commencer avec notre invité Louis-Adrien Hénard, qui va vous présenter son PowerPoint. Voilà. Donc, nous sommes partis pour l'empêchement de penser. C'est à moi, du coup, Carole, c'est ça? Pardon? C'est donc à moi d'y aller. Oui, voilà, c'est bon pour toi, Louis-Adrien. Ok. Euh, Ce qu'il y a, c'est que si je supprime, voilà, voilà. Voilà. Voilà, je partage mon écran. Normalement, vous voyez mon PowerPoint, c'est bien ça? Ah oui, voilà, c'est ça, on voit tout. Alors, Parfait. à toi la parole. Ben, Voilà, merci beaucoup. Mm. merci beaucoup, Carole, merci Maïlis et Sabrina pour cette invitation très chaleureuse. C'est formidable de pouvoir avoir des opportunités de parler de thématiques qui nous sont chères et l'empêchement de penser, évidemment, en fait partie. Voilà, j'ai préparé pour vous une petite présentation, voilà, un peu nouvelle sur la question de l'empêchement de penser. Je vais vous parler un peu de ce concept qui vient de loin, en définitive. Vous allez voir qui se définit au travers de plusieurs univers, alors que finalement, et ça va être un peu mon propos, on va le voir ensemble, est une problématique qui nous concerne tous, de près ou de loin, mais très clairement tous. Voilà, penser l'empêchement, petit jeu de mots de penser, de l'empêchement de penser au biais métacognitif. Je vais vous montrer une approche un peu 2.0, en tout cas qui est la mienne sur l'empêchement de penser. Juste, je le dis pour info, si vos participants, les gens qui assistent à ce petit webinaire voudront avoir accès à mon PowerPoint, ce sera évidemment avec grand plaisir. Euh, D'accord. C'est toi qui le diffuseras ou est-ce que tu veux qu'on leur donne à travers le chat? eh ben, on peut faire les deux, mais vous pouvez le Oui, donner et d'accord. moi, je Mm, le mettrai mm, mm. accessible sur Très le site bien. de Wikipédia aussi. Voilà. Et éventuellement, est-ce que Maëlys et Sabrina, ce serait possible de couper votre micro? Il y a un peu de bruit parasite. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on- Je vous ennuie pas. Voilà, petit point sur la question des émotions, en fait, de la psychopédagogie. Parce que cette notion d'empêchement de penser, elle vient directement et originellement en France de nos psychopédagogues préférés. Les psychopédagogues, en quelques mots, hein, pour qu'on définisse un peu ce concept qui est parfois pas mal entendu, mais pas toujours bien connu, les psychopédagogues partent d'un postulat assez simple et qui est le suivant. Les psychopédagogues considèrent que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, alors pas tous évidemment, hein, mais un certain nombre d'enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, euh,
pourrait d'une certaine manière utiliser l'échec scolaire comme un outil, comme une stratégie pour exprimer des difficultés psychologiques plus profondes. Vraiment, c'est le postulat de base du psychopédagogue qui dit qu'en fait, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, alors pas systématiquement, mais on va voir que, vous allez voir, ça concerne vraiment beaucoup de gens, puisqu'à des niveaux assez différents. Un enfant qui a des difficultés à apprendre, à se concentrer, à lire, à écrire, est aussi en train d'essayer d'exprimer quelque chose d'une difficulté plus large et plus profonde. Et il utilise d'une certaine manière les apprentissages et l'école pour venir exprimer quelque chose d'un dysfonctionnement. Et on le sait quand on est adulte, alors vous imaginez quand on est enfant, trouver des outils pour exprimer quand ça ne va pas, ben, ce n'est pas toujours évident. Et on s'est rendu compte que, bien entendu, l'école est une espèce de bouton magique sur lequel on peut appuyer et qui permet presque instantanément d'avoir des bénéfices secondaires évidents, c'est que tout votre entourage va se tourner vers vous. Un enfant qui revient avec des difficultés d'apprentissage, l'école va convoquer les parents vont s'y intéresser, le grand-père se demande ce qui se passe avec ce gosse. Bref, c'est un outil, si vous voulez, les difficultés d'apprentissage dans certains cas, et on va les définir ensemble, qui peut être utilisé par certains enfants pour exprimer des difficultés plus larges et plus profondes. Eh bien, le pari des psychopédagogues, il est assez simple. Il est de dire, en fait, puisqu'on aurait des enfants qui utiliseraient l'école pour dire que ça ne va pas, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à imaginer de nouvelles manières d'accompagner des enfants et qu'ils les prennent directement sur l'univers qu'ils auraient choisi, plus ou moins consciemment, d'utiliser pour exprimer leurs difficultés? Les psychopédagogues considèrent que faire une proposition d'accompagnement psychopédagogique, c'est respecter ce choix plus ou moins conscient des enfants qui auraient décidé d'utiliser l'école pour dire que ça ne va pas bien, en disant on va accepter de te recevoir sur le terrain sur lequel tu as choisi d'une certaine manière d'exprimer tes difficultés. J'aime beaucoup cette phrase de Serge Boimard qui nous dit « Et si on pouvait essayer d'utiliser les pédagogies, non plus seulement et uniquement comme un support pour transmettre un savoir, mais cette fois-ci comme une médiation pour que cela ait des incidences positives sur l'ensemble de la personnalité. » C'est vraiment le postulat de base du psychopédagogue qui part d'une idée en se disant certains enfants, dans certaines situations, vont utiliser l'école pour dire qu'ils ne vont pas bien. Et donc, il nous faut des professionnels qui acceptent d'aller sur le champ des apprentissages, sur le champ de l'école, pour pouvoir accueillir les enfants dans leurs difficultés et commencer à réfléchir à des outils et à des moyens de les aider. Parce que vous allez voir que reconnaître l'expression d'une difficulté chez l'enfant, c'est évidemment hyper important, mais être capable de lui faire des propositions concrètes pour l'accompagner au quotidien et l'aider à aller mieux, en gros, ben c'est encore mieux. Voilà, c'est un peu dans cet esprit que la question de l'empêchement de penser s'est déployée. Je vais essayer avec vous, vous allez voir, de définir ce concept un peu complexe qui, il faut le lui rendre, a été clairement mis en œuvre et mis en avant par Serge Boimard, qui a même écrit un bouquin dont le titre est « Ces enfants empêchés de penser », qui est un des premiers à avoir mis en lumière ce concept, vous allez voir, qui malgré tout est assez commun. L'empêchement de penser, Serge Boimard nous dit, alors vous allez voir, ça paraît compliqué, mais en fait, pour moi, enfin, au bout d'un moment, ça devient assez évident. L'empêchement de penser ou la peur d'apprendre, comme on va l'appeler dans certains cas de figure, ce serait en fait une situation dans laquelle on aurait un antagonisme chez certains individus, et les enfants en particulier, mais vous allez voir que, heureusement ou malheureusement, l'empêchement de penser nous concerne tous, enfants ou adultes, mais c'est une situation qui est déclenchée par un antagonisme qui est vrai entre les contraintes de l'apprentissage et les moyens que certains enfants utilisent pour maintenir leur équilibre psychique. L'empêchement de penser, la peur d'apprendre, elle surviendrait à partir du moment où ce que vous demande l'école peut potentiellement venir en contradiction avec des injonctions qui vous sont propres ou qui sont issues de votre milieu proximal, votre famille, voire de votre groupe social. Quand vous-même, en tant qu'individu, votre groupe social proximal, votre famille et vos amis proches, ou carrément le système social beaucoup plus large dans lequel vous êtes, sont en opposition avec les contraintes de l'apprentissage, on observe, dans certains cas de figure, une forme d'empêchement de penser. Je vais vous donner des exemples un peu précis pour qu'on voit de quoi est-ce qu'il s'agit et pour qu'on puisse réfléchir ensemble à quels sont les outils que des psychopédagogues imaginent et créent au quotidien pour essayer de lever cet empêchement de penser. Mais vous allez voir que je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, si j'y arrive, de proposer une lecture issue d'un modèle biopsychosocial. En fait, au tout départ, si vous voulez,
l'empêchement de penser est venu très largement des approches en psychologie, même en psychologie clinique. L'idée, on va le voir ensemble, c'est de dire que des empêchements de penser viendraient de conflits internes de l'enfant, de l'adulte, quel qu'il soit, mais pas nécessairement en lien avec son groupe social. Ça, c'est la définition de l'empêchement de penser qu'on a originellement et qui nous vient de Serge Boimard. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que des travaux en neurosciences, depuis plus de 100 ans maintenant, nous permettent, en tout cas me permettent, d'avoir une vision de cette notion d'empêchement de penser qui ne va plus être uniquement psychologique, mais vous allez voir qu'elle l'est évidemment aussi, mais également biologique et sociale. Et vous allez voir des travaux fascinants qui nous montrent comment on a des niveaux et des types d'empêchement de penser qui se développent à plein d'endroits, en plein de lieux, et très clairement, on va le voir, dans une espèce de lecture bio-psychosociale. Si j'essaie de vous montrer un empêchement de pensée développemental, et donc d'une certaine manière la première case biologique, j'aime beaucoup faire référence aux travaux de Jean Piaget. Je vous montre une petite vidéo très courte, vous allez voir, ça va très vite. C'est une petite pitchounette qui est confrontée à un truc qui est très connu des pédagogues et des piagétiens, c'est la conservation du nombre. Vous savez, est-ce que deux quantités sont équivalentes si l'une prend plus de place que l'autre? Vous voyez ce conflit cognitif entre est-ce que si ça prend plus de place, il y en a plus, est-ce que si ça prend moins de place, il y en a moins? Regardez cette petite pitchounette avec des petites pièces qui essayent de se débrouiller avec cette idée, ça va très vite, pour illustrer cette notion, en tout cas que j'aime à appeler, d'une forme d'empêchement de penser, mais cette fois-ci biologique. Okay, you ready? Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. Wait, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're all the same. They're the same? 5, 5. Okay. Jusqu'ici, tout va bien. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away. Yeah, it's more far away than that. Looks bigger. Bah ouais, c'est plus gros, quoi. Bon, tu vois, ça, c'est une expérience très connue, c'est du Piaget, ça date de très longtemps, on parle des conservations des quantités discontinues. Mais il faut savoir que les néo-piagétiens, les gens qui ont pris les travaux de Piaget par la suite, se sont intéressés à tout ça. Pourquoi est-ce que je vous parle d'empêchement de penser ici? On pourrait se dire, mais ça, c'est juste du développement, Adrien. C'est juste une gamine qui n'a pas encore les outils cognitifs, tu vois, pour maîtriser des principes, quoi. Ok, assez classique. Mais j'aime à parler malgré tout d'empêchement de penser parce que quand on est amené à travailler avec des enfants qui ont des difficultés développementales au sens large, ce qui est mon cas, des enfants comme ça, on en voit à cet âge-là et puis on en voit à des âges bien plus avancés. Ce sont des choses qui parfois achoppent un peu dans le développement. Pourquoi est-ce que je parle d'empêchement de penser, en tout cas d'une forme d'empêchement de penser dans ce cas de figure? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a affaire à une petite pitchounette, je ne sais pas quel âge vous lui donnez, peut-être 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça, hein, entre 5 et 6 ans, qui s'est construit toute sa vie sur la base d'un principe qui est bon, qui est juste, qui est vrai et qui est valable et qui marche quasiment à tous les coups. C'est que quand les choses prennent plus de place, c'est qu'a priori, il y en a plus. Et ce principe, il n'est pas délirant. Vous et moi, on l'utilise quand vous montez dans un train, dans le métro, quand vous prenez des frites à la cantine ou quand vous voulez un cookie où il y a plus de cookies qu'un autre cookie. Donc, ce n'est pas aberrant de faire ça. Simplement, ce qui se passe chez cette gamine, qui est malgré tout capable de nous dire 5-5, elle affirme elle-même l'égalité alors qu'on ne lui avait pas forcément demandé au départ. Hein, mais elle dit 5-5, elle dit qu'il y en a bien pareil. Eh bien, il se trouve que cette gamine, elle est confrontée à un moment de son développement à devoir abandonner de vieilles représentations, de vieux outils pour penser le monde, pour en embrasser de nouveaux. Mais abandonner de vieux outils, chers collègues, pour en embrasser de nouveaux, ça implique d'avoir cette capacité assez extraordinaire de remettre en question qui je suis ou qui j'ai été jusque-là. Et que parfois,
On accepte et on accueille les bras ouverts de nouvelles représentations, de nouveaux concepts, en acceptant de faire le deuil de vieux systèmes de pensée. Et parfois, on aime bien nos vieux systèmes de pensée. Et qu'en fait, cet enfant, c'est une forme d'empêchement de penser. Elle est confrontée à un empêchement de penser, mais que j'appellerais là neurobiologique, si vous voulez. En vérité, les travaux des néo-piagétiens et d'Olivier Houdet nous ont montré bien après Piaget que cet enfant, en fait, manquait de capacité d'inhibition. Vous savez, les fameuses fonctions exécutives, celles qui permettent de résister aux a priori, pour le dire très vite. Cet enfant manque d'inhibition. C'est normal, elle n'a pas le cerveau suffisamment maturé pour avoir les outils cognitifs pour se dire c'est pas parce que ça a l'air de prendre plus de place qu'il y en a forcément plus. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, on pourrait parler, je me plais en tout cas à parler, d'empêchement de penser biologique, neurobiologique. Je vois au quotidien des enfants qui prennent leur temps et qui aiment bien s'accrocher encore à de vieilles représentations qui étaient les leurs. Et on peut réfléchir au fait de est-ce que la maturation du système nerveux central a été suffisante et est-ce qu'il ne faut pas un peu de temps? Et puis à ce que ça renvoie. C'est-à-dire, encore une fois, vous allez le voir, on va le reprendre, un peu une notion de deuil, c'est-à-dire d'abandonner de vieilles représentations qui peuvent être parfois délicates. Et ce n'est pas toujours facile pour des petits, et on va le voir parfois pour des plus grands. Un empêchement de pensée biologique, c'est comme ça que j'aime à l'appeler. C'est ce que les neurosciences nous montrent. On a les travaux de Olivier Houdet, la plasticité cérébrale, les systèmes attentionnels, les fameuses fonctions exécutives, la métacognition, comment ne pas en parler évidemment. J'aime à parler d'empêchement de pensée plus psycho. L'empêchement de pensée plus psychologique, il nous vient tout droit des travaux de Serge Boimard. Serge Boimard parlait donc de cet empêchement de penser, je vous le disais, de ce conflit qui peut exister chez certains enfants entre les contraintes de l'apprentissage, d'un côté, et les moyens dont j'ai besoin et que je dois conserver pour ne pas perdre mon équilibre psychique. Serge Boimard, dans ses ouvrages remarquables, La peur d'apprendre, L'enfant empêché de penser, Pratiquer la psychopédagogie, je vous conseille, c'est vraiment fabuleux, extrêmement éclairant. Dans ses ouvrages, Serge Boimard nous parle très bien de ces enfants qui sont sidérés face aux apprentissages. Soit sidérés face aux apprentissages parce qu'ils se retrouvent dans des conflits de loyauté. Il parle beaucoup de ces enfants dont les parents ont eu des parcours scolaires assez limités ou pas forcément très riches et qui se sentent eux-mêmes, ces enfants, dans un conflit de loyauté, avec des injonctions paradoxales, des parents qui leur disent « mais épanouis-toi, fais de grandes études, sors-nous de notre condition sociale et en même temps ne nous abandonne pas ». Vous voyez cette espèce d'injonction paradoxale, ce truc compliqué de combiner et cette problématique à laquelle certains enfants se retrouvent lorsque tes parents sont non lecteurs et que tu dois faire de la littérature, quand toutes les femmes de ta famille ont toujours été nulles en maths et que toi, tu adores ça et que tu aimerais bien faire de grandes études, Serge Boimard vient poser la question d'une problématique identitaire, les amis. C'est-à-dire, est-ce que je continue à appartenir à un groupe social si je m'en émancipe par les apprentissages? Serge Boimard a beaucoup parlé, évidemment, de cet empêchement de penser psychologique et que chacun d'entre nous va vivre en lui. Et je vous le disais en introduction, avec son cercle proximal. C'est aussi tes amis et ta famille. Vous voyez ces enfants dans le fond de la classe qui trouveraient potentiellement le cours intéressant, mais là, je suis avec tous mes copains et le but du jeu, c'est de se foutre de la gueule du prof et de surtout pas apprendre. Je suis dans un conflit entre moi qui aimerais bien et l'importance que représente pour moi l'intégration dans un groupe social. Il n'est pas question de s'intéresser au cours si tous mes potes considèrent que le prof est un bolos. Tu m'as suivi? Bon, eh bien, les travaux de Boimard, on les connaît bien et ils sont intéressants. Mais figurez-vous qu'on a des chercheurs du côté du CNRS, du MIT, de nombreuses recherches, énormément de recherches qui se sont intéressées de près à ces questions-là. Peut-être moins d'un point de vue, on va dire, du conflit psychique interne, quoique, mais encore un peu plus du côté sociétal. On a des travaux fabuleux de Pascal Huguet notamment, qui sont très connus sur les stéréotypes de genre. Et ça intéresse parce qu'en ce moment, notre société essaye, tant bien que mal, de s'intéresser aux problématiques de genre et aux stéréotypes de genre. Ça met du temps, mais on est content que ça avance un peu. Vous connaissez peut-être cette recherche très connue de Pascal Huguet où il a mis en lumière le fait que les filles ont intégré quelque chose d'une incapacité à faire des mathématiques
et que cette incapacité à faire des maths n'a rien à voir avec leur cerveau ravissant, mais a beaucoup plus un lien avec une société qui vous explique en permanence que quand vous êtes une femme, vous n'êtes pas censé faire des maths, vous n'êtes pas bonne en maths, votre prof va moins vous interroger qu'un garçon, et quand vous cherchez des modèles de réussite en mathématiques sur Google ou dans la vie réelle, vous pouvez toujours chercher, il faut au moins remonter jusqu'à Marie Curie. Je ne sais pas si tu vois la distance. Pascal Huguet, il montre juste une petite recherche, je n'ai pas trop le temps de vous montrer, le temps m'est compté, mais juste pour que vous voyez en gros, vous voyez, c'est une figure que les enfants doivent reproduire sur un petit bout de papier avec des règles très précises. Et Pascal Huguet propose deux modalités, deux classes, deux groupes, si tu veux, groupes contrôle différents, quoi, avec un groupe auquel on dit que c'est une interrogation de géométrie et un autre groupe auquel on dit que c'est un jeu de dessin. Des enfants ordinaires, hein, des enfants de tous les jours. Et on va récupérer les productions des enfants que l'on va comparer en fonction du fait qu'on ait précisé la tâche comme une interrogation de géométrie ou un jeu de dessin, en fonction que vous soyez une fille en jaune ou un garçon en rouge. Nous sommes en 2007. Les travaux de Pascal Huguet ont fini de démontrer quelque chose que d'aucuns appelleraient de l'empêchement de penser et que d'autres appellent l'intégration de stéréotypes de genre. Les filles, en l'occurrence, ont introjecté, ont fait leur des représentations sur les difficultés en mathématiques quand on est une fille. Et elles deviennent vraies. Alors que ce qui est formidable dans la recherche de Pascal Huguet, c'est qu'elle nous montre qu'évidemment, ça n'est pas un problème de cerveau, ce n'est pas un problème de capacité, ce n'est pas en fait un problème de genre sexué, c'est un problème de représentation dans la population générale. Et ce qui est fou dans les travaux de Pascal Huguet et de cet empêchement de penser métacognitif, comme il l'appelle, c'est qu'on s'est rendu compte que les filles s'en sortent mieux dans des bacs scientifiques que les garçons. Il n'empêche qu'elles y vont moins. Parce que cet empêchement de penser, dû à des facteurs sociétaux, s'intègre très facilement et très rapidement. Il se trouve que les travaux de Pascal Huguet montrent que c'est la même chose pour les garçons et la littérature. On a le même problème. On veut faire de la littérature, on se fait la représentation que c'est plutôt pour les filles. La société nous montre qu'aujourd'hui, dans des émissions culturelles, il y a plutôt des femmes qui parlent de littérature, et encore. Et tu vois, on a des espèces de stéréotypes qui vont dans l'autre sens pour les garçons. Voilà, et puis on a des travaux fascinants sur des stéréotypes socioculturels, là aussi, où en fait on se rend compte que c'est encore une fois des problèmes de conflit de loyauté. Les travaux de Daphna Userman sont extrêmement intéressants, non pas sur le genre comme Pascal Huguet, mais plutôt sur des catégories socioprofessionnelles. Il montre que à partir du moment où un individu est mis en situation d'échec dans une épreuve, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il appartient à un groupe social pour lequel il existe des stéréotypes sur le fait qu'en général, ce groupe social n'est pas bon dans ce type de tâche, cette intégration du stéréotype va devenir une réalité pour cet individu. C'est-à-dire qu'on observe que des groupes sociaux qui, de manière stéréotypée, sont considérés comme étant plutôt forts dans telle activité et d'autres plutôt nuls dans la même activité, les représentants de ces deux groupes sociaux, quand vous faites partie d'un groupe social qui est considéré comme fort dans une activité et que vous la trouvez difficile, vous vous dites c'est un super challenge. Ça veut dire que c'est intéressant et j'ai envie d'y arriver. Quand vous appartenez à un groupe social qui, de manière stéréotypée, on est bien d'accord, est plutôt considéré comme étant pas très bon dans cette activité, la difficulté, la même à laquelle vous vous confrontez, devient un motif de découragement total. Comme si, par loyauté à mon groupe social, je devenais incapable de résoudre une tâche que dans d'autres conditions, j'arriverais parfaitement. On observe des empêchements de penser psychosociaux au sens proche. Mon environnement proximal, l'environnement proximal auquel j'appartiens, est susceptible de prédéterminer ma capacité à réussir parfois, et c'est tant mieux, mais à ne clairement pas réussir dans plein d'autres cas, des capacités et des habiletés qui pourtant devraient être les miennes. De l'empêchement de pensée biologique, vous voyez, c'est dans le petit cerveau. Si mon cerveau n'est pas prêt à intégrer de nouvelles informations, il va les rejeter, il va les bloquer, c'est de l'empêchement de penser. De l'empêchement de pensée psychologique, la façon dont je me perçois
et dont je me perçois autour de mon petit environnement à moi va déterminer ma capacité à réussir certaines tâches plutôt que d'autres. Beaucoup plus que mon QI, mon intelligence ou ma curiosité dans la vie. Un empêchement de pensée social, biopsychosocial, au sens très large. Là aussi, on regorge de travaux. Les travaux de Croiset, notamment, et de Steele sont fascinants. Je pourrais bien entendu, je crois que j'ai même une petite bibliographie à vous laisser. Vous verrez, il y a des choses vraiment très intéressantes parce qu'elles permettent de mettre en lumière ces formes d'empêchement de pensée, mais surtout et aussi de trouver des solutions pour les lever, ce qui évidemment va nous intéresser grandement sur ces points-là. Deux petits exemples très rapides. La menace du stéréotype, appartenir à un groupe stigmatisé suffit à dégrader la performance cognitive. En clair, vous prenez tout un tas d'individus, tout venant, de tous les milieux sociaux, culturels, tout ce que vous voulez, et vous leur proposez la même tâche à ce groupe que vous avez divisé en deux, soit comme étant un petit jeu de laboratoire, soit étant comme un test d'intelligence diagnostique. Plus vous êtes issu d'un milieu qui est considéré comme étant défavorisé, plus la pression qui vous est mise à réussir ou pas une épreuve est délétère pour vous. La pression chez les groupes dominants est prise comme quelque chose d'un challenge, là où la pression chez des groupes oppressés est prise comme une injonction à échouer. Et ça devient une réalité. Tenez-vous bien, Croiset en France a fait des travaux sur l'origine sociale et les mathématiques, lui aussi, et il a montré que quand on demande à des élèves de milieux populaires d'indiquer la profession de leurs parents avant un exercice de maths, quand ces enfants, leurs parents sont issus de milieux plutôt populaires, avec moins d'études, avec des professions moins créditées d'un point de vue de catégorie socio-professionnelle, ces gamins réussissent moins bien l'exercice de maths que quand on ne leur a pas demandé d'où venait leur père. Vous voyez comment est-ce que nous vivons tous dans un milieu social qui va, d'une manière ou d'une autre, agir sur notre capacité à mettre en route notre machine à penser, disait Serge Boimard. Comment mettre en route la machine à penser? Il y a des empêchements de pensée qu'on a en nous, qui sont biologiques et qui demandent du développement de l'enfant, et pourvu qu'on lui laisse le temps de grandir. Il y a des empêchements de pensée dans notre groupe social qui est tout près de nous, et il y a de l'empêchement de pensée tout autour de nous. Nous sommes tous concernés dans nos sociétés par de l'empêchement de penser à divers niveaux. Voilà, je vais essayer d'aller vite, mais comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce qu'on n'en reste pas à un constat? C'est ça la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il y a plein de solutions. Serge Boimard et les psychopédagogues en ont inventé il y a depuis très longtemps, et des fabuleux. On parle de nourrissage culturel, de groupes de lecture de contes. En fait, l'idée est assez simple, même si sa mise en place demande un peu d'expérience et de travail, bien sûr. Mais l'idée est simple, l'idée est de dire si certains enfants perçoivent les apprentissages comme des menaces pour continuer à grandir de manière équilibrée, il faut que le psychopédagogue et celui qui l'accompagne acceptent de prendre la main de l'enfant et de lui montrer le chemin des apprentissages de manière sécure, dans un cadre sécure. Et pour ça, ce qu'on appelle le nourrissage culturel est formidable, puisque l'idée consiste à proposer à des enfants des contenus, des histoires, des livres, des représentations culturelles qui évoquent les problématiques de l'enfant. Que ce soit le fait de grandir, les conflits de loyauté, mon papa, ma maman, la jalousie fraternelle, les difficultés d'intégration dans un groupe social. La culture, heureusement, regorge de situations littéraires, artistiques, de toute forme, qui abordent ces questions-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir les aborder avec les enfants sans qu'on parle de lui. On parle de sa problématique, mais on ne parle pas de lui. On est en train de parler d'Hermès qui rencontre des difficultés ou d'Ulysse au travers de ses aventures, qui rencontre tout un tas d'embûches. Et on va accompagner l'enfant à découvrir que dans ces contenus culturels, il n'y a pas du danger pour ton équilibre psychique. Il y a des opportunités de découvrir la façon dont tout un tas de gens ont déjà eu le même problème que toi il y a longtemps et y ont trouvé des solutions formidables. Le nourrissage culturel, les groupes de lecture de contes, quel outil fabuleux, quel outil formidable pour travailler avec les enfants. Et puis, je vais vite, je termine, la métacognition. La métacognition aujourd'hui est brandie et a raison comme un outil formidable. Vous avez vu ce que je vous ai montré sur les filles et les maths? Un des meilleurs moyens d'aider nos filles à réussir en maths, c'est de leur montrer ça, les amis. Quand tu montres ça à une gamine de 7 ans, il y a quelque chose dans sa petite tête qui dit « c'est intolérable ». Ben, je suis d'accord.
Faisons en sorte que ce soit intolérable. Eh bien, la métacognition ou l'éducation populaire, comme j'aime à la promouvoir, sont les meilleurs outils dont on dispose aujourd'hui. Aider des individus adultes et évidemment des enfants à s'interroger sur ces processus, à qui je réponds quand je me retrouve bloqué face à une tâche parce que moi-même je m'en sens incapable ou mon petit environnement proximal ou la société dans laquelle je vis a décrété avant que je sois né que par définition j'allais en être incapable, eh bien c'est un début de réflexion de sa propre pensée qui donne des résultats fabuleux avec des enfants qu'on arrive à complètement mettre en route aussi de la machine à penser. Enfin, évidemment, j'ai 30 minutes pour vous en parler. Dans la vie, c'est un peu plus complexe que ça. Mais franchement, il y a vraiment de ça. Et puis, dernier petit point, je crois qu'il est important parce qu'il nous concerne là aussi tous, c'est comment est-ce qu'on accompagne des psychopédagogues, mais en fait des enseignants, mais en fait des parents, mais en fait une société entière à se méfier de ces a priori. Parce que ces a priori peuvent avoir des effets délétères. Pas juste d'une impression qu'on a sur certains groupes sociaux ou groupes genrés, ça vient déterminer le droit à réussir et le droit à mettre en route sa machine à penser. Alors moi, je passe mes journées à expliquer à des gamins qu'il est hors de question qu'ils se laissent écraser par des idiots qui se croient plus intelligents qu'eux. Je pense que c'est important qu'on mette en avant des femmes dans les réussites professionnelles, sociales, scientifiques, parce que c'est le cas, des catégories sociales et professionnelles de tous bords, et qu'on sorte un peu de ces stéréotypes pour revenir en fait à une réalité, c'est-à-dire celle qui dit que si tu t'autorises à penser, alors tout est possible et tout te sera possible, et si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Voilà, j'ai dû aller un petit peu vite, les amis, parce que j'avais 30 minutes. Est-ce que j'ai pas trop débordé, ça Eh va? ben, écoute, c'est génial. Moi, je trouve que bon, j'ai suivi ta formation et c'est tout aussi enrichissant de te réentendre à travers ta passion et ta générosité aussi, toujours prêt à tout donner. Euh, et, euh, moi, en tant que fil conducteur de ce que j'ai réentendu encore aujourd'hui, c'est que finalement, on est tous face à des stéréotypes, euh, c'est presque un danger de se retrouver happé par tout ça, quoi, par tous toutes ces je sais pas comment le dire, mais tous ces empêchements de penser finalement. Ouais. Et on en a tous, on est tous face à des stéréotypes, on est tous face à des défis de loyauté. Bon, je pensais à un film d'une petite fille qui était issue d'une famille où les parents ils faisaient un petit peu des trafics, ils n'étaient pas du tout culturés, etc. Et elle, c'était un génie, quoi. Donc ça me fait rire à chaque fois quand tu parles parce que ça prouve le contraire, que c'est possible. Mais bon, voilà. Euh, c'est un peu le fil conducteur, quoi. On est tous amenés à en tant qu'élève, face à tous ces stéréotypes, et ça, pour moi, c'est un danger pour l'élève. Et il est bon qu'il y ait des professionnels comme des psychopédagogues qui puissent intervenir à l'extérieur de ces cadres scolaires où les stéréotypes, finalement, on leur montre. On leur dit, bah, écoutez, voilà, là, vous êtes face à ça, il y a des outils, je peux te les donner pour que tu puisses réussir. Alors, je sais pas si je l'exprime bien, mais je pense que ça peut faire un petit résumé de ce que tu as dit. Non, c'est très clair. Et tu vois, si je peux, j'ajouterais simplement en disant que, tu vois, par rapport au moment où on s'est vu, même pour la formation, et donc, moi j'ai continué, tu vois, à essayer de me nourrir et de me renseigner sur tout ça en un mot, hein, ça va aller très vite. Ce que je trouve à la fois fascinant et un peu inquiétant, c'est la facilité avec laquelle un stéréotype ou une idée préconçue qu'on va se faire d'une situation est capable de prédéterminer notre incapacité à Oui, résoudre un problème. voilà, c'est quand même affolant. Et un enfant peut se laisser prendre, alors que du côté biologique, on se dit, bon, bah, quand même, son cerveau, il est pas prêt, donc on va peut-être le laisser le temps de grandir, comme tu disais au départ.
Ouais. Voilà. Donc là, cet enfant, ben, on va peut-être pas nécessairement lui dire qu'il a besoin d'un suivi psychopédagogique. On va peut-être le laisser maturer tout seul. Bah, il y a de tout. Mais tu vois, autant le stéréotype, il peut envahir facilement et bloquer facilement la pensée. Ce que je trouve très enthousiasmant dans les travaux dont on dispose aujourd'hui, c'est qu'on a des preuves scientifiques qui montrent que montrer plus de filles qui réussissent en maths, tu vois, quand on est enseignant en classe, ça suffit déjà. Tu vois, Pour c'est-à-dire que la changer les stéréotypes, facilité, oui. ouais, la Mm, facilité avec laquelle un stéréotype peut empêcher un gamin d'avancer, eh ben, on a des outils très simples au quotidien qui ne sont pas mm. forcément, tu vois, changer toute la société, je veux la paix sur Terre et abolir l'argent, Oui, tu vois, des oui, trucs oui. impossibles, quoi. On peut, avec des modèles simples, montrer ces questions-là, faire réfléchir à des gamins sur la façon dont ils pensent, faire de l'éducation populaire de ces recherches qui sont accessibles à peu près partout, et ben ça suffit déjà. Et ben ça, si tu veux que je te dise, ça me fait du bonheur dans mon petit cœur. Eh ben, écoute, hein, ce que tu nous as présenté ce matin, c'était formidable. Et moi, c'était une piqûre de rappel. Et puis, c'est toujours, enfin, voilà, on revoit les choses et puis on se dit, ah, bah oui, bon, voilà. Alors, allons-y. Merci beaucoup de ta présence, Louis-Adrien, de ta passion, de ta générosité, et, euh, et ben j'espère que voilà, Sabrina, elle a dit comme ça. Ben, vous pouvez vous exprimer aussi, hein, Sabrina et Maëlys, hein, si vous avez un petit mot à dire, vos impressions, voilà. Vous m'avez entendu, les filles? Oui, par contre, oui, alors peut-être qu'elles n'ont pas le son parce que tu partages l'écran. C'est ça, hein. Voilà, donc bon, il faut. Ah ben on t'entend plus, moi j'entends plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça y est, c'est Louis-Adrien qui a coupé. Voilà, Oui, tu as remis ton son? Voilà, Ouais. ça y est. Alors, Maëlys et Sabrina, avez-vous un petit mot de conclusion? bah déjà, moi, j'avais l'impression de retrouver en Adrien comme un mini Carole. Oui, c'est ça. Non, vraiment, enfin, moi, on se connaît pas, on se connaît que à travers nos réseaux respectifs et Carole m'a beaucoup parlé de votre approche. Du coup, comme j'accompagne deux élèves avec toi, Carole, maintenant, et quasiment tous les jours, on échange autour de nos pratiques respectives, bah, j'avais l'impression à la fois dans la manière dont tu transmets les choses avec passion, avec enthousiasme, et puis dans la manière dont on peut approcher les enfants pour leur expliquer des choses qui nous paraissent compliquées pour eux des fois, rien que le fait de leur dire bah tu vois cette image elle prouve le contraire de ce que toi tu penses, rien qu'une image, rien qu'un dessin, Un beau des choses résumé, ouais, pour changer les ouais. choses, voilà, comme quoi pour changer les regards il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour éviter des peurs et des c'est blocages, ça, c'est ça, c'est ça. surtout. Ouais. Eh Bah, ben, merci. ceux qui sont faits pour ce métier-là se retrouvent, comme par magie. Et puis, oui, Maëlys, c'est une personne qui apprend aussi au travers nos pratiques. Et c'est vrai on s'exprime mieux dans notre quotidien que quand on est à faire une représentation, on n'a pas l'habitude. Voilà. Bon, je voudrais Bon, juste ajouter ben, oui. merci pour votre passion à tous les deux, donc Louis, Adrien et Carole, voilà, pour votre joie et votre passion à travers vos métiers respectifs à tous les deux. Merci de partager ça. On manque de gens comme vous, alors merci, voilà. À travers ce qu'a dit Louis Adrien, on comprend bien pourquoi Oui, les psychopédagogues sont utiles au métier, hein, pour compléter oui, la panoplie des professionnels autour de l'enfant. Voilà. très important. Ça évite des blocages, l'approche
entre juste expliquer que c'est un petit dessin et l'autre c'est comme un examen, bah, la différence psychologique est tellement percutante. ouais, c'est impressionnant pour enfin je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de Se mettre à hauteur d'enfant. ouais, qu'il y ait un peu plus de choses comme ça ouais, qui soient faites dans les programmes scolaires parce que je pense pour moi personnellement, je pense que si il y avait eu de la psychopédagogie comme ça, bah je pense que surtout pour les mathématiques, mais pas que, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de blocages scolairement parlant. Ce qui est intéressant, je trouve, sur toutes ces questions, et merci de ces retours, mais on se rend compte que c'est à tous les étages qu'on a des petites choses à faire. Et on voit que chez les parents aussi, par exemple, en un mot, hein, ce qu'on appelle l'engagement linguistique parental a des effets très particuliers sur les enfants. On parle beaucoup plus à nos filles qu'à nos garçons, ce qui va entraîner d'autres problèmes pour les garçons que les filles vont avoir. Donc, en fait, on peut faire de la psychoéducation, on peut sensibiliser les parents à des choses très simples du quotidien et sans culpabilité jamais, quoi. C'est juste, voilà, on fait partie de ce système et il faut qu'on mène une réflexion sur ce que l'on est et ce que l'on renvoie à nos enfants auprès des enseignants, encore une fois, qui parfois, bah, sans le vouloir, se rendent des passeurs de stéréotypes ou de fonctionnements un peu archaïques, il faut le dire. Et donc, on peut assez simplement et avec beaucoup de générosité et encore une fois, sans culpabilité, s'interroger sur comment est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens de transmettre. Et puis, plus largement, en tant que citoyen et individu, on a plein de choses qu'on va pouvoir transmettre par l'exemple que l'on renvoie de notre comportement. Donc, je trouve ça plutôt enthousiasmant. Il y a des choses simples à faire autour des difficultés des uns et des autres, autour du champ du handicap. Et on peut sensibiliser tout le monde à ces questions-là. Formidable. Voilà, on va s'arrêter sur ces derniers mots parce que nous allons passer à notre seconde partie. Et je pense pas que Louis-Adrien ait le temps de rester, il est très occupé, mais tu es Parce que vous êtes pas occupé, donc voilà. Vous allez chercher le replay après. Tu peux passer directement à ta présentation, Maëlys, parce que au niveau des slides, on est bon, hein. Voilà. Je te laisse présenter. Alors là, il va y avoir un petit laps de temps, le temps que partage l'écran soit. Oui, il n'y a pas de souci. Il est en train de se roder pour le partage d'écran. Ça met du temps à charger. Les contes, pour meubler un petit peu, les contes d'Hermès, je pense à toute la lecture, etc. Je pense que on peut se les procurer facilement sur la toile. Je dis ça, mais à voir. Je pensais à tous ces contes qui sont très riches pour enrichir la culture des élèves, hein, et leur montrer effectivement que les problématiques qu'ils rencontrent, il y en a, comme disait Louis Adrien, qu'il y en a bien d'autres bien avant nous qui les ont rencontrées. Il me semble, hein, je dis ça, mais il me semble qu'on peut très facilement se les procurer. Alors, Maëlys, le problème, c'est elle a pas eu le temps de me transmettre son PowerPoint de présentation et elle a fait des essais, ça a bien fonctionné en préparation et là, malheureusement, elle rencontre des soucis. C'est plus son domaine. Euh, J'espère qu'elle va vite revenir. Euh, En attendant, je sais que j'ai rangé un livre de Serge Boimard. Euh, alors, pour combler le temps, permettez-moi s'il vous plaît
Moi, Carole, je suis resté dans le coin, hein. Si tu veux qu'on discute, c'est avec plaisir. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté là, moi, si tu veux qu'on discute en attendant qu'elle règle leur Ah problème. bah oui, 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 je veux bien, parce que c'est pour meubler le temps. J'ai compris. Mais disons que du coup, si tu as envie de continuer, c'était très riche. Et puis comme tu as été coupé court, Si tu il veux, n'y a pas de souci, tu peux ce que je trouve intéressant en attendant que nos collègues retrouvent leur petite connexion, mais si tu veux, moi j'ai travaillé pendant longtemps sur les travaux de Serge Boimard qui sont fascinants. Aller chercher Oui, le bouquin là, c'est oui, fabuleux. oui, Mais j'avais tendance à penser ou à avoir l'impression que finalement sa lecture des choses, elle était principalement, et ce qui je pense est un peu vrai, mais dans le conflit psychique de tout un chacun. Tu vois, ce moment où, et je me suis retrouvé l'autre jour à devoir expliquer ce que c'est que la mémoire de travail, tu sais, et oui, ce moment où on a trop de trucs en tête et où on n'arrive plus à fonctionner. Et je oui. pense que dans l'empêchement de penser, on m'a dit, mais est-ce que c'est ça l'empêchement de penser? Est-ce que c'est quand il y a trop de fenêtres ouvertes? Et moi, de leur dire, mais attention, c'est pas forcément quand il y a trop de fenêtres. Là, on est dans de la surcharge Une cognitive. surcharge cognitive, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Comme on dit dans la population générale. En fait, c'est plutôt quand tu as deux fenêtres dans ton cerveau qui sont ouvertes et que ces deux fenêtres sont littéralement Sont en incompatibles. contradiction, Tu vois, oui, et quand oui. ces deux fenêtres qui s'ouvrent sont en contradiction, bah là, on voit tout le système qui s'arrête et qui s'effondre. Et je Oui, trouvais intéressant le fait que si Boimard a été l'initiateur de ça dans le conflit psychique de tout un chacun, de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui y réfléchissent d'un point de vue social et sociétal. Comment est-ce que des injonctions sociales nous mettent en confrontation dans nos fenêtres? oui, voilà, c'est ça, ouais, 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 ouais. Donc, elle m'a dit, Et donc, dans les maladies, dans certaines maladies, euh, on parlait de surcharge cognitive. Euh, bon, à part les techniques, c'est autre chose, hein, c'est paramédical peut-être, les techniques de respiration, etc. Enfin, il y a rien de, enfin, à part le repos, je sais pas moi, il n'y a rien hein, là-dessus. bah, Parce que il y a quand même tout ce qui, effectivement, est du côté de entraîner, apprendre à nos enfants et à nos grands-enfants à fermer des fenêtres, tu vois, dans leur oui, tête quand même. Et mm, c'est vrai qu'on se rend compte que tous autant que nous sommes dans nos sociétés modernes, contemporaines et un peu trop connectées parfois, on mm, a beaucoup de mm, fenêtres ouvertes. Et c'est euh, important de faire